Donald Trump se sent-il menacé à l'idée de laisser la guerre en Ukraine entre les mains des Européens? Par exemple, que se passerait-il si quelqu'un faisait quelque chose de stupide, comme attaquer la Russie depuis la Pologne ou l'Allemagne? Ils ne vont pas le faire. Il n'y a pas de si là-dedans, Nima. Il n'y a tout simplement pas de si. Littéralement, il n'y a pas de si. Tu ne peux pas formuler un vrai plan. Personne ne le peut. Combien de soldats polonais vont attaquer la Russie? Quand, où et comment? Avec quelle armée? Ils n'en ont pas. C'est pourquoi ils ne font appel qu'aux États-Unis. Et je ne parle pas de... Je viens de te le dire, nous n'allons pas le faire. C'est fini. Cela n'arrivera pas. Nous n'allons pas nous faire avoir. Il n'y aura pas de guerre de l'OTAN contre la Russie, parce que l'OTAN n'a absolument aucune capacité, aucune, zéro, rien. Tout l'avantage est du côté de la Russie, clairement. Donc je ne perds pas trop de sommeil à ce sujet. Je m'inquiète davantage d'une confrontation stratégique entre les États-Unis et la Russie que d'une provocation européenne, parce que l'Europe est brisée. Ils sont brisés. Il n'y a pas aujourd'hui en Europe une armée capable de soutenir une campagne en Ukraine pendant plus d'un mois de manière significative. Logistique, logistique, logistique. Et sans les États-Unis, l'Europe ne peut rien faire. Rien. 2000 soldats français. C'est de cela qu'ils parlent. 2000. L'Ukraine perd entre 2300 et 3000 soldats par jour. Donc la France est prête à fournir juste assez de troupes pour se sacrifier sur le champ de bataille pendant moins de 24 heures. Et c'est tout. Voilà l'engagement français. Et la Russie va perdre le sommeil à cause de ça? Non. Il ne se passera rien du côté de l'OTAN. Quand les drones sont entrés en Pologne, quelle a été la réponse de l'Allemagne? 2 Typhoon. 2. Les Pays-Bas ont envoyé quoi? 2 F-35. Le Royaume-Uni a fait voler quelques appareils. Et c'est tout. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que déployer des avions, c'est une capacité expéditionnaire. Cela signifie qu'il faut quitter la base d'où l'on opère pour aller vers une autre base prête à vous accueillir. Entretenez vos avions, ravitaillez vos avions, assurez tout le soutien nécessaire. Et l'Europe n'a absolument aucune capacité pour cela. Vous ne pouvez pas simplement prendre une escadrille française, la faire voler jusqu'à un aérodrome polonais et y opérer, à moins d'y avoir une infrastructure française en place. Cela n'existe plus. C'est le défaut fatal de l'OTAN. Autrefois, il y avait de l'interopérabilité. Dans les années 80, l'OTAN était conçue pour être une force interopérable, de sorte qu'une base de l'OTAN en valait une autre, et ainsi de suite. Si vous deviez transférer une escadrille de F-15 de Spangdahlem à Bitburg, vous pouviez le faire sans hésiter. Les Allemands pouvaient déployer des F-104 sur n'importe quelle base, car l'infrastructure existait. Nous nous entraînions à le faire. À mesure que les divisions avançaient, les trains logistiques d'un corps pouvaient soutenir une division allemande, une division américaine ou une brigade britannique. Ils pouvaient tout faire, car nous nous étions entraînés de cette manière pour assurer l'interopérabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interopérabilité. Aucune. Une division polonaise nécessite un soutien et un maintien en conditions distinctes de ceux de la brigade américaine qui combat à ses côtés. Cela signifie que nous devons faire fonctionner 2 systèmes logistiques parallèles sur une seule ligne de communication. Comprenez-vous à quel point c'est fatalement stupide? Parce que, si vous connaissez la logistique, vous savez exactement de quoi je parle. Vous allez mettre beaucoup de camions, avec beaucoup de carburant et beaucoup de munitions, sur une seule autoroute, et ils vont tous mourir. Quand cela arrivera, les troupes déployées en avant n'auront plus de carburant, plus de munitions, et elles se feront tuer. C'est la réalité de cette guerre. Pour que l'OTAN combatte la Russie, il faut passer par l'Ukraine pour atteindre la Russie. Ils n'y arriveront pas, ils mourront avant d'y parvenir. C'est la réalité.
L'OTAN est une plaisanterie. Ils ne s'entraînent pas pour cela, et ils n'ont pas le temps de s'y préparer. Il nous a fallu des décennies d'efforts concertés, dépensant des centaines de milliards de dollars, pour former l'OTAN à devenir l'armée qui existait. L'alliance militaire qui existait à la fin des années 80, la plus grande alliance militaire jamais créée. Rien ne s'en approchera jamais. Mais c'est fini. C'est terminé. L'OTAN d'aujourd'hui n'est plus cela. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'en ont plus la capacité. Et ils ne pourront jamais la reconstruire. Car tout reposait sur la grande puissance des États-Unis d'Amérique. À l'époque où nous avions 300 000 soldats déployés en avant en Allemagne de l'Ouest, où nous avions des bases militaires partout en Allemagne de l'Ouest, elles n'existent plus aujourd'hui. Nous avons 30 000 soldats en Allemagne. Allons voyons. Nous en avions 300 000, et nous pouvions en déployer immédiatement 250 000 de plus en 10 jours. Nous avions déjà le matériel prépositionné en Allemagne. Il ne nous restait plus qu'à faire venir les troupes par avion, les équiper. Tout était entretenu, prêt à l'emploi. On démarrait les moteurs, entièrement chargés pour le combat, prêts à partir en guerre. Nous ne pouvons plus faire cela aujourd'hui, pas même de près. Il faut 6 mois à une brigade américaine pour recevoir son ordre d'alerte, embarquer sur des navires et naviguer jusqu'à Hambourg. Ensuite, ils débarquent et se retrouvent coincés dans le système ferroviaire, car on ne peut pas franchir les frontières facilement. Il n'y a pas de contrôle douanier là-bas. Ils n'ont pas encore réglé ce problème. Les ponts, le rail, rien ne peut supporter le trafic militaire de nos jours. Rien. Autrefois, tout était conçu pour cela. Aujourd'hui, plus rien ne le supporte. C'est une blague, Nima, une blague tragique absolue. Les gens doivent donc arrêter d'attribuer à l'OTAN des capacités qui n'existent tout simplement pas. Je me moque du nombre de fois où un ministre belge de la Défense veut bomber le torse et dire des bêtises. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule armée en Europe capable de combattre les Russes, et c'est l'armée ukrainienne. Et elle se fait massacrer à raison de 2300 à 3000 hommes par jour. En étant en Russie et en parlant avec les gens sur place, ont-ils le sentiment qu'il faut améliorer la relation entre la Russie et l'Europe, ou considèrent-ils que l'Europe n'est plus un partenaire viable? Vous savez, cela ne fait pas si longtemps que la Russie et l'Europe entretenaient des relations économiques viables. 4 ans. Et je mentirais si je disais qu'il n'y a plus aucune affection pour l'Europe parmi les gens. Mais cette affection disparaît rapidement, très rapidement. Tout d'abord, l'Europe est en quelque sorte devenue une société malade. La Russie n'est pas une nation parfaite. Elle a ses problèmes. Inutile de les souligner. Mais vous savez, pour une nation qui accorde tant de valeur à la famille, pourquoi y a-t-il autant de mères célibataires? Il y a des problèmes en Russie comme partout ailleurs. Mais les Russes sont conscients de leurs problèmes. Je peux vous dire que je ne peux pas marcher dans les rues de Paris à minuit sans ressentir de la crainte. Il faut être prudent. Je ne peux pas marcher dans les rues d'aucune ville européenne après minuit sans être inquiet. Je ne peux pas marcher dans les rues d'aucune ville américaine après minuit. Je pourrais marcher dans les rues. Maintenant, je sais qu'il y a un endroit à Moscou où je pourrais aller sans savoir exactement où c'est. Mais je suppose simplement, comme partout ailleurs dans le monde, qu'il y a de mauvais endroits. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Et je ne le cherche pas. Moscou est une ville sûre, et cela en est la preuve. Mais ce n'est pas seulement Moscou. Novosibirsk est une ville sûre. C'est une ville sûre. Yekaterinbourg est une ville sûre. Kazan est une ville sûre. Volgograd est une ville sûre. Vous savez, Grozny est une ville très sûre. La Russie est une nation qui s'est organisée et elle ne cesse de s'améliorer.
Je veux dire, oui, ils sont freinés par les sanctions. Ne faisons pas semblant que les sanctions n'ont pas de coût. Toute économie est censée fonctionner. Vous savez, dans une certaine normalité de ses relations avec les économies voisines, les transactions normales qui ont lieu. Ici, la Russie est sanctionnée. Elle ne peut pas fonctionner normalement. Son économie a dû s'adapter et nous parlons d'ajustements majeurs effectués en très peu de temps. Mais l'économie russe prospère. Vous savez, Donald Trump, le grand économiste américain, et l'administration du président Biden, leur économie a cru de 1,6% l'an dernier. La Russie a cru de 4%, et cela sous sanctions. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le peuple russe aimerait entretenir de bonnes relations avec l'Europe, mais il n'a plus le sentiment d'en avoir besoin. En fait, je vais vous dire, j'étais à l'hôtel Métropole, et pendant un bref instant, éclatant, on aurait dit la Russie d'autrefois, parce que le Métropole était rempli d'yeux ronds. Vous savez, des Blancs venus d'Europe et d'Amérique, qui venaient en Russie comme nous le faisions dans le bon vieux temps. Les Européens, les Américains venaient en Russie pour rencontrer les Russes, et tout allait bien. L'hôtel ressemblait à celui des beaux jours. Puis, un à un, les yeux ronds sont partis. Je me souviens être allé prendre mon petit déjeuner le dernier matin. J'étais le dernier œil rond au Métropole. C'est entièrement chinois. Tout est chinois. Chaque table était occupée par des délégations chinoises. Et je veux dire, c'est ça, Moscou, les Chinois sont là, et ce sont eux qui font des affaires avec les Russes. Maintenant, diriez-vous que la Russie préférerait faire des affaires avec les Européens? Peut-être il y a 2 ans? Aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce que l'Europe a à offrir? Rien. Ce sont des économies effondrées, des sociétés en échec. La Chine est le cœur économique du monde. La Russie entretient de bonnes relations avec les Chinois. C'est un changement stratégique dans la manière de penser. Les Chinois sont partout. Les voitures chinoises sont partout. La Chine est partout. Et tous ceux qui essaient de dire, eh bien, les Chinois ne produisent pas de bonnes choses. Ils produisent des choses sacrément bonnes. Leurs produits fonctionnent. C'est de la haute qualité. Et la Russie s'y habitue. Il fut un temps où les Russes préféraient mourir plutôt que d'acheter quelque chose portant la mention « fabriqué en Chine ». Aujourd'hui, ils sont heureux d'acheter quelque chose fabriqué en Chine parce que c'est de bonne qualité. Et surtout, les Chinois sont leurs amis. Peut-on en dire autant des Européens? Non. Peut-on en dire autant des Américains? Malheureusement, non. Les Chinois sont là pour faire des affaires, mais pour faire des affaires en amis. Ils n'essaient pas de vous imposer quoi que ce soit. Il n'y a pas de sanctions chinoises contre la Russie. Les Chinois sont là pour faire des affaires. Maintenant, ils négocient durement, ils sont exigeants. Je ne dis pas que les Chinois offrent de bonnes affaires aux Russes, mais les Russes le savent et ils concluent les accords qu'ils doivent conclure. Mais non, la Russie n'a absolument pas besoin de l'Europe. Elle ne veut pas de l'Europe. Je veux dire, si un jour les relations s'améliorent, l'Europe devra simplement attendre son tour. Il ne va pas y avoir de « Oh, votre main passe devant ». Et l'Amérique est en train de perdre cette occasion. Il y a une fenêtre limitée, pendant laquelle, si nous améliorons nos relations avec la Russie, nous pourrions être invités à passer devant dans certaines files. Mais les Russes, je pense que nous avons en fait manqué ce point, parce que le durcissement de la position russe vis-à-vis des États-Unis a complètement changé la donne. Comme je l'ai déjà dit, ils disent non. Ce n'est pas à nous de proposer une option viable pour la paix. C'est à vous de le faire. Et tant que vous ne le ferez pas, nous ne voulons pas vous rencontrer. C'est une nouvelle réalité. C'est un durcissement de leur position. Cela reflète le fait que la Russie n'a pas besoin des États-Unis, et nous venons de le prouver. Nous avons sanctionné leurs 2 plus grands producteurs de pétrole. Est-ce un acte d'amitié?
Est-ce quelque chose qui va pousser les Russes à dire « Nous voulons vraiment faire affaire avec vous » ? Non. La Russie veut faire affaire avec l'économie chinoise, qui a besoin d'énergie et est prête à acheter cette énergie à la Russie. Même si c'est à prix réduit, ce n'est pas grave. Au moins, la Russie fait affaire avec eux. Voient-ils la fenêtre de partenariat avec les États-Unis encore ouverte, ou ont-ils le sentiment qu'elle est, vous savez, en train de disparaître de la scène? Il semble que Donald Trump ait représenté une sorte de changement dans la manière dont la Russie perçoit les États-Unis. Ils ont vu quelqu'un avec qui ils pouvaient dialoguer, ce qui constituait déjà un grand changement. Je pense que nous devons être prudents ici. Les Russes sont très pragmatiques, très réalistes. Lorsque j'ai parlé avec Anatoly Antonov, qui était l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, nous déjeunions parfois ensemble. Et la seule chose qu'il disait lorsqu'il parlait de la politique américaine, c'était « Nous ne nous soucions pas vraiment de qui gagne. Ce que nous voulons, c'est de la prévisibilité. Peu importe qui l'emporte, il faut simplement être prévisible, car ainsi nous saurons d'où vous venez. Soyez prévisible pour nous ou contre nous. Mais dans tous les cas, nous élaborerons une politique en réponse qui nous permettra de faire de la planification stratégique et des choses de ce genre. Ce que nous ne voulons pas, c'est de l'imprévisibilité. Eh bien, Donald Trump est littéralement la chose la plus imprévisible qui leur soit arrivée en politique. Les Russes, bien sûr, ont dû s'adapter à cela. Je ne vais pas prêter des paroles au gouvernement russe. C'est pas mon rôle. Ils peuvent s'exprimer eux-mêmes. Je dirais ceci cependant. D'après ce que j'ai compris, les Russes ont dit ce qu'il fallait dire pour créer le potentiel d'une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Mais ils n'ont fondamentalement rien changé à leur manière de faire des affaires ni à leur mode de fonctionnement. Ainsi, même s'ils ont parlé de créer une opportunité pour de meilleures relations, le fait que les États-Unis n'aient pas su en tirer parti n'a eu aucun impact significatif sur la Russie, car la Russie n'a modifié aucun de ses fondements essentiels. La Russie n'a pas changé son approche de la dissuasion nucléaire stratégique. La Russie n'a pas modifié ses priorités économiques. La Russie n'a rien changé. La réalité de la Russie a toujours été de s'en tenir aux faits, pas à la théorie. Et le potentiel d'une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie reste purement théorique. Rien de concret n'a vu le jour, au grand désarroi de nombreux ambassadeurs russes qui ont déclaré « Nous attendons que les États-Unis fassent quelque chose. » Nous entendons des mots, mais rien ne se passe de fondamental, de perceptible. Et donc, je ne pense pas que les Russes s'en soucient vraiment. Je pense qu'ils en ont assez de Donald Trump. Ils ne le diront pas parce qu'ils sont diplomates et qu'ils espèrent toujours de meilleures relations. Mais le durcissement de la position russe, ce renversement de situation, signifie qu'ils ne disent plus « Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis sur ce sujet ». Non. Désormais, ce sont les États-Unis qui doivent commencer à travailler avec la Russie. Et c'est le signal que la Russie a envoyé. Je pense qu'il est important qu'elle l'ait fait, car il y avait une reconnaissance du fait que les paroles de la Russie étaient mal interprétées par les États-Unis comme un signe de faiblesse. Non pas parce que la Russie était faible, mais parce qu'elle permettait à des gens comme Marco Rubio, Keith Kellogg et Scott Bessent de dire « Oh, voyez, les Russes n'adoptent pas une position ferme ». Ça doit vouloir dire qu'ils sont désespérés de trouver la paix. Donc nous devons simplement redoubler d'efforts. Et les Russes disaient « Nous n'avons rien changé ». Les Russes n'ont pas ralenti leur offensive. Ils n'ont pas cessé de bombarder. Ils n'ont rien arrêté du tout. En fait, ils ont appuyé sur l'accélérateur. Mais Keith Kellogg et tous les autres disaient « Non, Poutine est faible.
ceci, cela. Vous savez, des idiots comme Gilbert Doctorow, il est faible. Rien de tout cela n'est vrai. Les Russes ont essentiellement dit « Non, nous allons envoyer un autre signal aux États-Unis. Nous avons fini de jouer à des jeux stupides. Quand vous serez prêts à nous parler, venez nous voir. Nous serons plus qu'heureux de vous recevoir. Mais c'est à vous de proposer un plan, pas à nous. » Washington comprend-il à quel point le partenariat entre la Russie et la Chine est profond? Ils sont sur le point de recevoir une leçon. Je pense que Trump doit rencontrer Xi Jinping dans un avenir proche, et je crois qu'il va se faire remettre à sa place. Car les Chinois, je ne pense pas qu'ils vont céder sur quoi que ce soit. En fait, ils vont redoubler d'efforts sur les minéraux de terres rares, et ils vont dire à Trump d'aller se faire voir en ce qui concerne le pétrole russe. Je pense qu'ils vont aussi déclarer que toute sanction secondaire contre la Chine à propos du pétrole russe entraînera de graves conséquences pour tout le reste. Qu'il ne peut pas y avoir de relations commerciales sous la menace de sanctions secondaires, et que la Chine ne permettra pas que ses besoins en sécurité énergétique soient subordonnés aux caprices d'un gouvernement américain. Maintenant, ce que fait Trump, je n'en sais rien. Il a, tu sais, Rubio et Besant, deux idiots qui lui soufflent de mauvais conseils à l'oreille. Espérons que Donald Trump prendra le taureau par les cornes et mettra fin à une partie de ces absurdités. Ils s'en sortent en intimidant l'Inde, dans une certaine mesure. Mais même le gouvernement indien a déclaré que les achats publics de pétrole russe se poursuivraient. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui se passe avec les entreprises privées indiennes. Reliance, quel que soit leur nom, le plus grand acheteur privé, tu sais, a mis cela en pause parce qu'ils sont inquiets des sanctions secondaires. L'Inde n'a pas le même levier sur l'économie américaine que la Chine. Ainsi, l'Inde doit jouer à certains jeux, mais même elle ne va pas se détourner de la Russie. Regardez, elle vient de signer d'importants contrats avec la Russie dans le domaine de l'aviation. Les Russes ont construit un avion entièrement composé de pièces russes. Merci, l'Amérique. Je suis sûr que Boeing est ravi que la Russie se soit désormais affranchie de la nécessité d'entretenir une relation contractuelle continue avec Boeing. Même chose avec Airbus. La Russie produira son propre avion, et l'Inde va maintenant aider la Russie à cet égard. Donc, vous savez, Trump va se retrouver confronté à la réalité. Il ne peut pas dicter les résultats, surtout à une nation comme la Chine, qui détient en fait toutes les cartes. Voici ce qu'a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, à propos de la situation, le partenariat, le type de relation entre l'Iran et la Russie. Non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, au sein de l'Union européenne, ils utilisent cela comme prétexte pour intimider, pour recourir à la force militaire contre l'Iran, ce que nous condamnons fermement. Nous restons main dans la main, côte à côte avec l'Iran, et il en sera ainsi à l'avenir. Nous sommes très reconnaissants de tout le soutien que nous recevons de l'Iran sur le plan politique et autrement. C'est important en cette période difficile, car Oui, il parle de se tenir côte à côte, main dans la main avec les Iraniens. Et je sais, d'après les médias iraniens, j'ai appris que si l'on suit les médias iraniens, on voit que les personnes qui souhaitent une meilleure relation entre l'Iran et les États-Unis sont actuellement marginalisées. Elles perdent leur influence, leur discours s'affaiblit au fil du temps, et l'Iran se rapproche considérablement de la Russie et de la Chine. Oui. Eh bien, l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que, vous savez, pendant la guerre de 12 jours, c'est l'Iran qui n'a pas ratifié l'accord cadre stratégique avec la Russie. Beaucoup de gens disaient « Oh, regardez,
La Russie n'est pas un partenaire fiable. Ils n'ont pas fait ceci, cela ou autre chose. Non, c'est l'Iran qui a échoué à le faire. Ce qui a été confirmé, d'ailleurs, par l'un des principaux responsables iraniens l'année dernière, Ali Shamkhani, qui était le chef des négociations avec les États-Unis. Allez-y. Oui, mais la raison, c'est qu'il gardait la porte ouverte à de meilleures relations. Je veux dire, mais où cela les a-t-il menés? De fausses négociations, qui les ont exposés à une attaque préventive d'Israël, laquelle a tué des membres importants de leur direction militaire, tenté de tuer le président, tenté de tuer le guide suprême. Voilà ce que de bonnes relations avec les États-Unis vous apportent. Et je pense que l'Iran a été secoué par une onde de choc, une révélation que l'Amérique est l'allié le moins fiable qu'on puisse souhaiter. Et ce n'est pas juste de dire aux Russes, « Oh, vous n'étiez pas un bon allié parce que vous ne vous êtes pas rallié à nous. » Eh bien, vous n'avez pas ratifié le fichu accord. Maintenant, il est ratifié. Maintenant, c'est un accord. Et maintenant, regardez ce que font les Russes. Et encore une fois, l'un des exemples les plus clairs de cela est que, parce que les Iraniens n'ont pas agi assez tôt, la Russie est maintenant en train de rattraper son retard. La question est donc, comment renforcer l'Iran au point d'assurer une dissuasion efficace contre la poursuite des attaques d'Israël et des États-Unis? L'une des principales faiblesses de l'Iran était la puissance aérienne, des chasseurs modernes capables d'un engagement significatif. Nous savons, je ne sais pas si vous avez vu les différentes interviews à la télévision iranienne avec leurs pilotes, comment ils parlaient d'accrocher des avions israéliens et de les forcer à rompre le contact. C'est une chose, mais ils n'étaient toujours pas capables de réellement les menacer. Je veux dire, ils n'ont abattu aucun avion israélien, mais ils ont pu réagir, se rapprocher, verrouiller avec le radar et forcer les Israéliens à interrompre leur profil d'attaque, ce qui a perturbé l'assaut. Mais ils ont besoin, vous savez, d'une meilleure catégorie d'appareils. La Russie a promis, je crois, le chasseur Su-35 à l'Iran. Mais, vous savez, on ne peut pas simplement claquer des doigts et faire en sorte que cela se réalise. Cela demande de la formation et de la préparation. Et il y a des réalités de production. Le Su-35 est très demandé en ce moment à cause du conflit avec l'Ukraine, entre autres. Mais la Russie travaille avec les Iraniens pour livrer le Su-35 là-bas. On ne veut pas déployer prématurément un atout aussi coûteux dans un pays pour qu'il soit ensuite détruit sur la piste, s'écrase lors d'un mauvais exercice d'entraînement ou soit abattu parce qu'ils ne savent pas encore pleinement utiliser l'appareil. Ce que la Russie a fait, c'est fournir des avions MiG-29 de pointe provenant d'escadrons de première ligne russes. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'étaient pas des appareils sortis des réserves et, vous savez, remis en état à la hâte. Ce sont les meilleurs MiG-29 que l'armée de l'air russe utilise. Des MiG-29 que la Russie emploierait au combat contre l'OTAN si elle en recevait l'ordre. Et la Russie a détourné ses chasseurs de première ligne vers l'Iran, où ils volent aujourd'hui au-dessus de Téhéran, verrouillant ce point d'accès à la mer Caspienne qu'utilisent les Israéliens, en passant par l'Azerbaïdjan pour venir de Russie. C'est, vous savez, quelque chose qui change la donne, ce que fait la Russie. La Russie est un bon allié. Désormais, la Russie et l'Iran ont, je suppose, finalisé cette nouvelle route commerciale dont ils parlent. De Saint-Pétersbourg jusqu'à Chabahar ou Bandar Abbas, je pense que c'est Chabahar. Vous savez, la ligne ferroviaire utilisant la connectivité de la mer Caspienne. C'est une question stratégique. Cela va créer des lignes de communication intérieures. Pour ceux qui étudient la logistique, cela signifie que la Russie et l'Iran pourront entretenir des échanges économiques sans craindre d'interdiction sur des lignes étrangères. Vous ne verrez pas la marine américaine arrêter des navires ou imposer un blocus, etc. Ce sont des lignes de communication internes.
C'est la même chose avec la Chine. La Chine dispose désormais de lignes de communication internes avec l'Iran qui ne peuvent pas être interceptées par l'Occident. C'est une bonne nouvelle pour l'Iran. C'est le pivot stratégique vers l'Est dont l'Iran parlait depuis des décennies, et cela devient maintenant une réalité. Et malheureusement, pour ces gens, écoutez, je ne peux pas les condamner. Je suis américain, j'aimerais avoir de bonnes relations avec l'Iran, et je ne peux pas condamner les Iraniens de vouloir de bonnes relations avec l'Occident. Mais après la guerre de 12 jours, si vous croyez encore que l'Occident est un partenaire fiable, alors vous avez un problème. À ce stade, vous dépassez le simple vœu pieux, et peut-être que vous ne pensez pas aux meilleurs intérêts de l'Iran. Peut-être que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, car aucun penseur logique aujourd'hui ne peut défendre de manière crédible que les États-Unis et l'Europe conviennent mieux à l'Iran que la Russie ou la Chine. L'Iran a décidé d'établir un partenariat stratégique avec les États-Unis. La direction iranienne a pris cette décision, et tout gouvernement qui arriverait au pouvoir la suivrait. En observant la situation, car nous savons que ce qui se passe en Asie centrale préoccupe toujours à la fois l'Iran et la Russie, et même la Chine, puisque les États-Unis y sont constamment présents. Comment voyez-vous la situation entre les deux pays? Pensez-vous que ces deux pays commencent à comprendre la réalité de la politique étrangère américaine? Est-ce pour cette raison qu'ils pourraient se rapprocher afin d'équilibrer la situation dans la région d'une manière qui leur soit favorable et leur profite? Vous voulez dire entre l'Iran et les États-Unis? L'Iran et la Russie. L'Iran et la Russie comprennent désormais mieux comment contrer, comment s'opposer aux politiques des États-Unis dans la région. Oh, absolument. Quiconque en Iran croit encore que les États-Unis veulent venir en Iran pour y instaurer la démocratie, j'ai un pont à leur vendre, y compris aux dirigeants politiques là-bas qui pensent encore pouvoir y parvenir. On ne peut pas réparer ça. Comme je l'ai déjà dit, le soi-disant libéral pro-occidental moyen, où qu'il soit dans le monde, est un imbécile. Je veux dire, il croit à tous ces contes de fées. C'est soit de la stupidité, soit de la corruption. Mais oui, l'Iran et la Russie sont en réalité des alliés naturels dans leur région. Il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, comme je l'ai déjà dit, il y a quelques jours, l'Azerbaïdjan a soudainement déclaré « Ah oui, nous voulons cette ligne de train, construisons-la ». Genre, d'accord. Quel changement d'humeur, mec. Donc oui, c'est un carrefour naturel de transport et évidemment un centre énergétique. Et oui, la survie de l'Iran en tant que nation indépendante, une nation avec sa propre culture, avec, tu sais, tous les avantages et les inconvénients, comme c'est toujours le cas pour toute nation, doit être liée à la Russie en ce moment. Tu sais, la Chine joue évidemment un rôle énorme là-dedans. Mais oui, la prospérité de l'Iran ne se trouve pas à l'ouest. Ces gens qui ne comprennent pas cela, eh bien, je ne sais pas, c'est leur problème. Mais l'avenir de l'Iran est absolument avec les BRICS. Et encore une fois, à en juger par ce que font les Russes et les Iraniens en matière de sécurité, là encore, nous n'en savons pas tout. Il y a beaucoup de spéculations, si l'on veut, ou d'hypothèses. De toute évidence, la puissance militaire de la Russie est essentielle pour soutenir l'Iran au cas où Israël, car cela se reproduira, jusqu'à ce qu'Israël, vous savez, se dissolve probablement ou décide de faire autre chose contre lui. Mais je veux dire, le problème, évidemment, c'est ce qui nous ramène immédiatement aux États-Unis. Il y a très peu de choses que les États-Unis puissent offrir à Israël, par exemple, sauf si les États-Unis décident de bombarder l'Iran. D'accord, oui, essayez et voyez ce qui va se passer, vous voyez? C'est donc ce qui est en jeu ici. Et oui, en Asie centrale,
toutes sortes de gens essayent de semer toutes sortes de troubles, comme au Pakistan, qui est en quelque sorte, vous savez, la plage de frappe des États-Unis avec la situation en Afghanistan et tout le reste. Donc c'est très compliqué. Je n'ai accès à aucune information confidentielle sur la région. Mais la Russie y agit, l'Iran y agit, et il y a une certaine coordination pour pacifier la zone, pour pacifier la région. Parce que, en fin de compte, Andrei, quand on regarde la paix, ou tu sais, le cessez-le-feu au Moyen-Orient, c'est tellement fragile. Donald Trump dit « Oh, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cessez-le-feu. » Je veux dire, tout ça, c'est de la com, tu sais. Andrei, la dernière fois qu'ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué le Hezbollah. Tu te souviens, dans le sud du Liban, ils sont allés combattre le Hezbollah sur le terrain après la décapitation, après l'assassinat de la direction du Hezbollah. Ensuite, ils sont venus demander aux États-Unis d'organiser une sorte de cessez-le-feu. En ce moment, Tom Brock, l'ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, affirme qu'Israël peut désarmer le Hezbollah par la force. Comment est-ce possible? S'ils ont déjà combattu le Hezbollah sur le terrain dans le sud du Liban, comment peuvent-ils le désarmer après tout? Tout envoyé américain en Israël ou dans la région est par définition un sioniste chrétien mielleux et un néoconservateur. Tous ces gens, la plupart des hauts responsables politiques et militaires américains, ne comprennent pas la guerre. Ils ne comprennent pas l'art de la guerre. Et puis bien sûr, quand on ajoute le facteur de la Russie et du gouvernement syrien, mon Dieu, qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Souvenez-vous, comme Larry Johnson l'a justement dit, il débouchait les bouteilles de champagne. Je veux dire, la CIA soutient normalement le terrorisme. C'est ce qu'elle fait. Quand le gouvernement syrien, vous savez, quand Assad devait être renversé et tout ça, il s'attendait à ce que les bases russes disparaissent et tout le reste. Mais non, en réalité, ils veulent une présence militaire russe encore plus importante en Syrie. Voilà. Tu te souviens que seul celui qui aime vraiment est celui qui aime véritablement. Et les Russes, rien, jusqu'à la banque. Car désormais, le gouvernement syrien leur demande non seulement de maintenir les bases de Khmeimim et de Tartus, mais aussi de déployer des troupes et de la police militaire russe à la frontière avec Israël et sur le plateau du Golan. Incroyable! Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Eh bien, les Russes, bien sûr, ont posé toutes sortes d'autres conditions, notamment la sécurité des Alaouites, des chrétiens et d'autres groupes en Syrie. Mais que veux-tu que je te dise? Je veux dire, si Israël pense être une grande puissance militaire, ce n'est pas le cas. L'Iran, encore une fois en 12 jours, les a complètement démolis. Tu vois. C'est pourquoi c'est encore si fortement censuré. Toute forme d'imagerie. Nous en recevons encore, vous savez, d'Israël. Ils étaient complètement dévastés. Ils ont supplié les États-Unis d'aider à arrêter cela. La prochaine fois, si la raclée arrive, ils seront battus jusqu'à, enfin je veux dire, pas seulement en bouillie sanglante. Ils seront morts, vous savez. Et c'est ce qui se passe. C'est la dynamique, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est en quelque sorte ma carrière, vous savez. Seule la guerre décide de tout, d'accord? Nous ne pouvons rien faire contre notre nature d'espèce biologique, d'accord? L'instinct de combativité, vous voyez? Même Einstein et Freud ont eu ce genre d'échange, une correspondance, pour ainsi dire, des lettres entre eux, parlant de l'instinct de combativité. Puis Bronisław Malinowski, le grand psychologue et anthropologue polonais, a écrit à propos de ces choses. Comment nous portons en nous cet instinct de stagnation, puisqu'il vient évidemment de là? Eh bien, je veux dire l'évolution, vous savez, la survie du plus apte. Mais aux États-Unis, aujourd'hui, et en Israël, on en voit les formes les plus extrêmes, car il existe toutes sortes d'explications à ce phénomène.
Mais il faut comprendre que ce sont des gens qui ne peuvent pas accepter le fait qu'ils ne sont pas très doués pour la guerre. Les États-Unis et Israël n'ont jamais été bons à la guerre. Le fait qu'Israël ait battu, pardonnez-moi l'expression, les Arabes était dû principalement aux Juifs soviétiques qui avaient traversé la Seconde Guerre mondiale et fréquenté les académies militaires soviétiques, et qui étaient les durs à cuire, les plus coriaces qu'on puisse trouver. Et puis bien sûr, ils ont migré vers Israël, vers leur terre historique, comme ils les appelaient, tu vois. Oui, tu as ces types qui sont partis, et tu imagines un peu l'expérience militaire qu'ils ont apportée avec eux. C'est pas ce qu'est Israël aujourd'hui. Ce qu'est Israël aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Tu as une bande de, tu sais, de gens dont tout le monde entend parler depuis les années 2000. C'est avant tout une sorte de force de gendarmerie. Ils ont du matériel, bien sûr, mais la seule chose qu'ils ont vraiment, c'est genre, ah oui, nous avons une force aérienne. Bien sûr que vous avez une force aérienne. C'est facile de combattre quelqu'un qui ne peut pas riposter, en gros. Mais le Hezbollah les a humiliés en 2006 au Litanie. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Les États-Unis. C'est la seule chose. Mais qu'est-ce que sont les États-Unis? Conventionnellement, c'est un tigre de papier. Il ne peut pas mener une véritable guerre en Europe. D'abord, on ne lui permettra même pas de déployer la moindre troupe assemblée, car elle serait anéantie avant d'arriver. Donc, c'est ça la vraie guerre, pas toute cette foutaise appelée la guerre mondiale contre le terrorisme, qui est le titre le plus stupide qui soit. On ne peut pas combattre le terrorisme, il faut combattre les terroristes. Les vrais, ils passent les faux drapeaux et tout le reste. Et donc, en conséquence, oui, il y a ces deux types. Ils sont liés comme les doigts de la main. Les États-Unis sont contrôlés par Israël. Le Congrès américain est complètement acheté, totalement corrompu. Il n'y a donc pas de véritable Congrès américain. C'est la Knesset 2.0 à Washington, D.C. C'est tout ce qu'ils ont. Et Trump est complètement sous contrôle. Il est probablement un agent israélien en substance. Donc, quand on regarde, en particulier Ivanka, elle est mariée au type dont tout le monde parlait. C'est un véritable agent du Mossad, tu sais. Donc, on a cette situation. Ils laissent simplement les choses se dérouler comme ils veulent. Le problème, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, on en a parlé 1 million de fois, si jamais ils décident à nouveau d'agir, cette fois, l'Iran sera bien mieux préparé. Ils ont déjà éliminé la plupart de leur 5e colonne, les groupes de sabotage et terroristes agissant dans l'intérêt d'Israël. Cette fois, beaucoup plus de choses frapperont Israël, et ils n'ont littéralement rien pour les arrêter. Mais le fait est que, comme nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, nous avons la confirmation de la présence des Su-35 et des MiG-29 SMT. Des gens les ont vus voler au-dessus de Téhéran et tout ça. Une sorte de nouvel équipement est en train d'être livré. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. C'est un sujet très fermé. Mais, je veux dire, si quelqu'un en Iran pense encore qu'il a un avenir avec l'Occident, j'ai des nouvelles pour lui. Il peut pratiquer le satanisme en sortant d'Iran et en allant vivre en Europe s'il le souhaite. Cela lui irait très bien.